Je tenais tout d'abord à vous remercier d'avoir répondu aussi nombreux présents à l'appel d'Hubert et de Marie-Paul pour tous se rassembler ici ce soir pour te témoigner à toi Hubert et à toi Marie-Paul notre soutien. Merci Claude d'être présent. Tu fais partie de ces nombreux maires qui soutiennent la candidature d'Hubert et je vais immédiatement te laisser la parole. Alors en effet, je soutiens Hubert et je l'ai déjà soutenu il y a 5 ans. Alors c'est vrai que je suis maire d'Eguisheim et que quelque part mon parcours politique a été un peu surprenant puisque je viens du PS, mais j'ai quand même été élu maire à Eguisheim. Il y a de l'excellence dans ces territoires. Il y a des questions sur l'excellence de notre patrimoine, l'excellence de nos hôtels-restaurants, de tout ce qui se fait chez nous, que nous voulons pousser, que nous voulons aider. Et je pense que tout cela, cette excellence, avec Hubert, on pourra la porter plus au loin, plus haut, plus fort. Alors oui, tous les maires ne sont pas du côté de Catin. Je suis depuis longtemps avec Hubert et je vous encourage tous à faire fortement, donner cette envie forte de voter et de faire voter pour Hubert dimanche. Merci. Merci. Je vais passer la parole à Patricia Schillinger, sénatrice du Haut-Rhin de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, un président est élu, mais il a besoin d'une majorité aussi à l'Assemblée nationale pour faire avancer les lois. Et aujourd'hui, on a quelques sujets sur ce territoire, et quand on fait partie de la majorité, c'est quand même plus facile. Mais ça ne veut pas dire qu'on devient un député ou une sénatrice, béni oui, on dit oui à tout. Vous savez bien que quand on y a un texte de loi, on l'amende, on dit ce qu'on pense, et surtout on fait remonter les sujets qui viennent du terrain. Et aujourd'hui, je sais que moi j'ai totalement confiance à Hubert, parce que Hubert, c'est un homme de terrain, il est comme moi, 7 jours sur 7, 70 heures. T'as prévenu ta femme que tu la verrais pas souvent. Hein. Donc offre-lui de temps en temps des fleurs, ça fera plaisir. Mais je sais qu'aujourd'hui, dans cette salle, il y a des gens qui ne sont pas du tout convaincus. Moi, je les remercie d'être là, d'être présents et d'écouter. C'est une qualité d'aller chez les adversaires et de venir écouter leur programme. C'est vrai, certains vous diront il vous vendra tout et n'importe quoi. Hubert ne vendra pas tout et n'importe quoi. Nous sommes une grande famille d'élus, on se connaît, d'amis ici présents, et on se fait confiance. Et jamais on a fait un programme, même que ce soit communal ou dans une association, en se disant écoute, tu sais, après l'élection, on s'en fout. Non, ça n'existe pas ici. Donc vraiment, je vous demande de soutenir vraiment Hubert et Marie-Paul, parce que Marie-Paul aussi, c'est une grande copine depuis longtemps, puisque la montagne, on fait partie de l'ANEM, on défend la montagne, la ruralité. La ruralité est un sujet tellement aujourd'hui au cœur des sujets, parce qu'il y a les écoles, mais il n'y a pas que ça, il y a l'environnement. Il y a tellement de sujets aujourd'hui, on a avancé, mais maintenant c'est l'étape où il faut vraiment concrétiser ce qui a été voté, les budgets qui ont été investis. Maintenant, il faut concrétiser. Je vais tout de suite passer la parole à Yves Baumüller, qui était directeur de cabinet à l'Assemblée nationale et qui va un petit peu vous parler de la notion d'efficacité et d'utilité d'un député. C'est quand même et avant tout un législateur. Et donc c'est un petit peu de ça dont je vais vous parler. Le magazine Capital de cette semaine, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, classait les députés en 2 catégories, les députés de la majorité et les députés de l'opposition, les opposants. J'ai eu l'opportunité déjà de travailler une première fois à l'Assemblée nationale en 91. À l'époque, il n'y avait pas d'informatique, il fallait courir partout pour déposer les amendements, c'était l'horreur absolue. Et il n'y avait aucune statistique à l'arrivée, bien évidemment. Aujourd'hui, il y a un outil merveilleux qui s'appelle l'Open Data de l'Assemblée nationale, qui est disponible pour tout un chacun. Vous pourrez vous connecter ce soir pour aller chercher toutes les infos que vous voulez. Et on retrouve donc tout. Et donc, Capital a classé Jacques Catin sur les 240 opposants de la mandature qui vient de s'achever, 224e opposant
sur 240. Alors, j'ai trouvé que c'était un peu sévère quand même. Alors, je suis allé voir moi-même. Alors, je me suis dit, le rôle d'un député, c'est quand même de voter la loi. Donc, voter la loi, c'est être présent à l'Assemblée nationale. Alors, je suis allé voir les derniers scrutins publics. Eh bien, sur les 100 derniers votes, Jacques Catin a participé à 7 de ces votes. Il a été présent 7 fois sur 100. Alors, je me suis dit, là aussi, pareil. Je me suis dit, bon, quand même, on ne va pas l'attaquer trop durement, il faut être honnête. J'ai dit, là, c'est la fin du mandat, il doit être fatigué. Regardons le début du mandat. Donc, j'ai cherché les 100 premiers votes. Les 100 premiers votes, il était présent 3 fois. Donc, il avait une marge de progression, mais bon, 3 à 7, c'est quand même, à mon avis, très largement insuffisant. Marie-Paul, je vais demander de me rejoindre. Marie-Paul, c'est la suppléante d'Hubert, qui, depuis trentaine de jours, sillonne la circonscription avec Hubert, avec toute l'équipe de campagne. Marie-Paul, c'est la maire de la plus haute commune d'Alsace, Aubure. Être un député, ce qu'on attend, nous, d'un député, c'est quelqu'un qui soit entièrement libre de parole, mais aussi entièrement libre d'autres mandats. On ne peut pas travailler correctement des dossiers si on cumule. Hubert et moi, nous allons travailler ensemble en binôme, c'est-à-dire il sera à Paris, il sera notre voix, votre voix, il sera mes oreilles, et moi je resterai sur le territoire, je serai sa voix et je serai ses oreilles. Et ça, c'est important. Et c'est comme ça qu'on veut travailler ensemble pour qu'on puisse enfin agir, enfin répondre aux problèmes de tout à chacun. Nous serons tous les deux complémentaires. La montagne, les vallées, la plaine, les coteaux. Lui, le sud de la circonscription, moi, le nord de la circonscription. Et nous voulons vraiment bien représenter notre Alsace et travailler pour elle et travailler pour notre belle circonscription. Merci. Hubert veut sortir l'Alsace du Grand Est. C'est son engagement de toujours. Il est resté fidèle à cet engagement. Et je vais tout de suite appeler l'auteur du livre « Le Grand Est, une aberration économique », cher Jean-Philippe, si tu veux bien venir. Pour dire pourquoi je soutiens Hubert Ott, mais je vais aussi dire pourquoi je ne soutiens pas son adversaire, parce que là, il y a quand même également des choses à dire. Et je dirais que c'est aussi important ce projet d'Hubert Ott, parce que si en Alsace, on fait une collectivité unique, c'est-à-dire on met tout dans une seule collectivité, on n'a plus département, région, mais un seul niveau, là, on peut faire enfin des économies. Je dis un mot aussi de pourquoi je ne peux pas soutenir Jacques Catin là-dessus. J'ai entendu dire, c'est ça que dans un tract, il aurait mis qu'il est le vrai défenseur de l'Alsace. Bon, là, je tique un peu quand même, parce qu'il y a quelques années, effectivement, il s'était engagé comme ça, mais maintenant qu'il est au Conseil régional, il ne défend plus le retour de la région Alsace. Donc là, il y a quand même un petit problème. D'ailleurs, en tant que membre de la majorité de Jean Rotner, il cautionne donc la politique qui est mise en place. Donc, en gros, si je devais résumer la manière dont j'analyse la situation, alors je ne vais pas donner de consigne de vote, mais je vous conseillerais, si vous voulez voter Grand Est, votez Jacques Catin. Et si vous voulez voter Alsace, votez Hubert Ott. Je vous remercie. L'ancien député qui a été élu de 2002 à 2017 sur cette circonscription et qui est aujourd'hui présent pour soutenir Hubert. Cher Jean-Louis, chers amis, c'est un grand plaisir, un grand honneur d'être aujourd'hui présent. Et puis je ressens le frisson des campagnes électorales que j'ai faites ici, depuis trois fois de suite, évidemment, dans cette circonscription. Alors, il est vrai que j'ai fait partie de ceux qui ont été particulièrement déçus. Et même comment dirais-je, au-delà de la déception, c'est d'entretenir
la rancœur, c'est peut-être pas le mot non plus qu'il faut, mais vraiment la grande déception. La déception de voir un homme pour lequel je me suis battu pour avoir l'investiture n'a pas tenu sa parole. C'est triste et c'est douloureux à supporter. Et j'ai dû le supporter longtemps, jusqu'au moment où ça n'allait plus. Il fallait me délivrer de ma conscience parce que j'avais le sentiment d'une culpabilité que je gardais pour moi. Et il a fallu effectivement le dire haut et fort et renier celui avec lequel j'ai travaillé pendant 15 ans et qui se comportait à peu près correctement quand il était encore avec moi. Il participait, il était cette branche populaire en quelque sorte, et non populiste. Une branche populaire de savoir-vivre, mais sans trop de dérapage, puisqu'il était encore cadré. Et dès lors qu'on l'a lâché un peu dans la nature, sa nature malheureusement s'est révélée, et ce n'était pas la nature d'un député. C'était quelqu'un qui n'était pas à la hauteur, dont le costume n'était pas du tout adapté pour exercer cette fonction. Et Hubert, tu vois bien, aujourd'hui, être un député, c'est, bien entendu, on peut faire la fête avec les gens. Bien sûr, on peut trinquer avec les gens, mais il faut de la dignité. Et cette circonscription a besoin de retrouver sa dignité, car elle a été malmenée. Et c'est la raison pour laquelle il est important aujourd'hui, non plus de casser du bois systématiquement pour ce Jacques Catin, mais de l'oublier. C'est encore pire. D'ailleurs, le plus grand des mépris, c'est le silence, n'est-ce pas? Donc on ne parlera même plus de lui à l'issue de cette élection, dont il sortira grand vainqueur. Alors, parole de Christ. Évidemment, mes convictions sont fortes, vos convictions sont fortes, vous êtes ici présents, et je crois que c'est très important, ne jamais trahir ses convictions. Sans plus attendre, je passe la parole à celui que vous êtes venu écouter, Hubert Ott. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci d'être présent à toutes et tous ce soir. Ça m'a droit au cœur parce que ici, je suis chez moi, je suis à Rouffach, et c'est là où tout a commencé. J'ai démarré en politique en 1995. Je suis entré au conseil... 94, merci. C'est vrai. Merci André. C'est aussi un climat de confiance qui doit s'instaurer, de dignité, de respect mutuel, de lien entre les gens, entre tous ceux qui vivent dans la circonscription et ce qui se passe à Paris, parce que tout ça est souvent décrié, mais nous avons effectivement une grande responsabilité dans ce rouage qui doit être efficace entre les autorités centrales et ce que vivent les gens au quotidien, et bien sûr, sous l'égide et la responsabilité de nos élus locaux, de l'ensemble de ceux qui mènent des politiques de territoire, des politiques économiques, des politiques qui nous concernent au quotidien. Donc c'est un travail complexe, mais c'est un travail passionnant, et je suis déterminé, je suis prêt à agir dans ce sens. Une des causes qui m'a parlé très vite, c'est la question environnementale, mais au sens large, et c'est là où j'ai souvent été incompris aussi, parce qu'on peut être très sensible aux questions d'écologie sans être dans sa tête enfermé dans une logique politique écologique. Moi, c'est quelque chose à laquelle je n'adhère pas. Je pense que l'écologie, la préoccupation d'un être vivant de mener une vie saine, pour moi c'est ça l'écologie, c'est quelque chose qui nous concerne de façon vitale, de façon essentielle. Donc de l'écologie, il en faut partout, mais le positionnement sur un échiquier politique, dans la façon dont on va mener notre responsabilité au nom des autres, ça se définit par rapport à d'autres critères. Qu'est-ce qu'on fait de la solidarité? Qu'est-ce qu'on fait de l'économie? Comment on envisage la place des entreprises, la place des associations, la place des citoyens dans un ensemble qu'on appelle la société et même la civilisation? Et c'est ça qui permet de se définir politiquement. L'écologie, c'est une transversalité. Après, nous n'avons pas tous le même niveau de conscience des problèmes, parce que nous avons tous un parcours. Nous avons priorisé des choses.
C'est pour ça que, comme ça a été dit tout à l'heure, la complémentarité, celle qui m'unit à Marie-Paul, mais qui doit nous unir dans tout ce qu'on fait dans la vie, est essentielle. Et faire de la politique, c'est aussi se rapprocher de ceux avec qui on va réfléchir, avec qui on va construire, dans l'idée d'avoir des réponses pour tous. Alors quand je vois effectivement M. Catin craindre qu'un député, que je sois, si je suis élu dimanche, un député pieds et mains liés, soumis au diktat du parti présidentiel, je n'ai pas tout à fait le profil. Mais je rejoins pleinement Jean-Louis dans son analyse. On a un travail à faire dans un groupe dans lequel on appartient. Alors, je précise les choses. Je suis dans la majorité présidentielle, mais mon historique intégral en politique, c'est le MoDem, c'est-à-dire le centrisme. Quand j'ai vu que François Bayrou a choisi de maintenir l'offre centriste dans l'échiquier politique au début des années 2000, j'ai trouvé ça important et je l'ai rejoint. Donc, ce centrisme me convient parce qu'il convient aux valeurs de l'Alsace. Les valeurs de l'Alsace se sont toujours déclinées au centre. Et je crois, Jean-Louis a aussi sa propre histoire au centre. Parce que quand on aime sa région, on en épouse ses valeurs. Et les valeurs alsaciennes, elles sont résolument celles du centre. J'ai eu à mener un débat avec Jacques Catin hier, dans les locaux des DNA de Colmar. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert aussi sa profession de foi. Et quand on fait une profession de foi, c'est un document officiel, c'est un document de vérité. C'est un document dans lequel il ne doit pas apparaître des choses qui ne sont pas correctes, en tout cas pas vraies. Et j'ai lu là-dessus, j'ai démarré cet échange en étant choqué parce que j'ai lu dans ce document que vous lirez chez vous, qui figure dans l'enveloppe avec le bulletin de vote. À l'inverse du candidat de la majorité présidentielle, je ne change pas d'étiquette par opportunisme au gré des échéances électorales. Je n'ai jamais changé d'étiquette. Je trouve grave de mentir d'une façon aussi spectaculaire. Parce que si les gens croient ce qui est écrit là, c'est une profession de foi, forcément, les débats sont tronqués. Forcément, les gens sont trompés. Et donc, je trouve ça vraiment, c'est ce que disait Yves, hein, on est tombé très bas, parce que dire des choses comme ça, c'est fondamentalement malhonnête et c'est irrespectueux de la chose démocratique et d'une élection, par conséquent. Donc demain, aller à Paris, vous représenter, c'est aussi se battre pour l'Alsace, ça je l'ai dit, et se battre pour ceux qui essayent de réussir et font progresser notre territoire. Je crois qu'il y a un lien privilégié à développer, à entretenir avec tous ceux et toutes celles qui font vivre nos territoires, et ça, vraiment, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire, je l'ai vécu là pendant plusieurs semaines. J'ai vraiment envie d'être aux côtés de tous ceux qui font bouger nos territoires et qui ne restent pas les bras croisés devant la difficulté, mais qui malgré tout essayent de produire, de faire des efforts, de travailler, d'accomplir leur mission. Eh bien ça nous oblige. Si on veut faire de la politique, ça nous oblige. On doit être à leur côté, on doit se battre, on doit intégrer les données, on doit les convertir en propositions pour que demain, ça aille mieux pour tous. C'est aussi ça un député. Voilà. Si je suis élu, je serai un député à temps complet, je ne cumulerai rien, je serai disponible sur un territoire de 75 communes. Voilà.